Je vais enchaîner tout de suite avec Mourad Ben Hassine parce que tout à l'heure, il était un peu pris dans l'urgence. Il devait signer son ordre de mission. Il part cet après-midi. Et Mourad, tu as la parole. Euh, Merci beaucoup, merci c'est Khalil. Et je voudrais quand même tout d'abord commencer par remercier Mosfa Machati pour cette belle initiative. C'est vrai, c'est la deuxième édition. J'espère qu'elle va perdurer parce que c'est important. Non, j'ai pas de prénom. C'est important de se retrouver au sein euh, d'éminentes personnalités, experts, académiciens, ambassadeurs institutionnels, mais aussi le secteur privé. Euh, J'espère aussi que le monde académique, et je parle particulièrement des étudiants, ça serait aussi pertinent de compléter la boucle et le cercle, d'avoir, parce que c'est important, tout à l'heure, l'expert parlait de la présence ou l'importance de la création d'académies en Tunisie. Nous avons une académie diplomatique. J'ai eu la chance de participer à un événement et j'ai rencontré de brillants étudiants, des fleurons qui prendront le drapeau, qui seront nos futurs ambassadeurs. Donc, c'est important d'avoir ce genre de débat pour apporter, éclairer sur certaines questions. Bon, j'ai pas prévu de faire une présentation classique format PowerPoint. Par contre, j'ai quelques notes que je pense pertinent de partager avec l'assistance. Je vais commencer par parler bien sûr du CEPEX, le Centre de promotion des exportations, ou la maison de l'exportateur, comme certains le connaissent. En un clin d'œil, bien sûr, le CEPEX, c'est une entreprise de plus de 50 ans au profit de l'exportation et de l'exportateur. Donc, le Centre de promotion des exportations a été créé au même titre que d'autres institutions en 1973 pour accompagner en fait ce changement de paradigme au niveau de la Tunisie et l'industrialisation de la Tunisie et les chantiers à cette époque pour accompagner un changement du format économique plutôt de notre pays. Le Centre de promotion des exportations, c'est aussi une présence et des représentations à l'international. Le CEPEX dispose aujourd'hui d'une quinzaine de représentations dans plusieurs régions dans le monde, bien entendu l'Afrique subsaharienne avec 6 représentations, le Maghreb avec 3 représentations, l'Europe 4 représentations. Et notre défi futur, c'est aussi d'être représenté dans des marchés tels que le marché asiatique ou encore le marché nord-américain, parce que il y a, ou même de l'Amérique latine, parce qu'il y a des perspectives. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur certains autres éléments à préciser. Le Centre de promotion des exportations, c'est aussi un appui, un levier financier pour les exportateurs à travers le Fonds de promotion des exportations pour leur apporter l'appui nécessaire financier pour soutenir notre compétitivité sur certains marchés. Le Centre de promotion des exportations, c'est aussi une source d'information fiable pour les opérateurs économiques. Tout à l'heure, Sirlil présentait Madame Laget de la Direction générale de la planification à la Direction générale de la prévision. Madame Nem a parlé de veille. Nous, au CEPEX, nous avons une direction qui s'appelle Direction veille et prospective. Et nous accordons beaucoup d'importance à la prospective. Et d'ailleurs, notre démarche annuelle pour arrêter notre plan d'action, il faut savoir que le plan d'action du Centre de promotion des exportations, c'est plus de 75 actions par an
entre participation à des salons, des rencontres professionnelles, B2B. Donc, tout ceci est fait grâce à une analyse profonde. Nous avons annuellement une matrice 40 produits, 40 marchés qu'on analyse. Donc, c'est une matrice qui est élaborée par notre département veille et prospective. Et cette analyse et cette matrice produit-marché nous permet d'avoir des éléments et des indices pour nous positionner et de partager ces informations avec les opérateurs économiques pour arrêter un plan d'action annuel, que ce soit en termes de participation à des salons ou encore à des événements importants, à inviter des acheteurs, à inviter des opérateurs économiques pour les matcher avec leur homologue tunisien. Et donc, comme je disais, cette matrice produit-marché nous amène une quarantaine de produits phares et de marchés phares sur laquelle on base notre stratégie d'action. Et d'ailleurs, à partir du début juillet, commencera la série de réunions sectorielles. Le CEPEX, depuis 3 années, nous maintenons cette dynamique de réunions sectorielles avec les fédérations, avec les organismes professionnels pour discuter ensemble le rendu de cette matrice et arrêter un plan d'action annuel. Et donc, il y a ce travail en vase communicant avec l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème, en plus de travail qui est fait, que ce soit en mode top-down ou bottom-up, en fonction des informations dont on dispose et qu'on met d'ailleurs à la disposition des entreprises. Le CEPEX aussi, c'est en termes d'informations économiques, nous avons commencé depuis 2023 les fameuses rencontres, les matinales de l'export. Et ce dont je me rappelle, je crois la première matinale, c'était où exporter en 2023. Et nous avons eu le privilège à cette époque-là d'avoir un représentant de l'ITES, Simer Ditej, et c'était prévu qu'il fasse une présentation d'1 quart d'heure. Sa présentation a pris plus d'1 heure. Et personne n'osait l'interrompre de par la pertinence des informations, au même titre d'ailleurs de la pertinence des informations qui ont été présentées par Liad Ben Slimane, notre ex-ambassadeur, mais vous dire que déjà, c'était en décembre 2022 ou janvier 2023 qu'on a eu cette matinale, déjà il y avait les prémices de ces crises. Et le constat final, c'était il faut s'attendre. Donc, chaque année, avoir des crises. Donc, ça va être en mode pop-up. Donc, je pense que l'effet Trump, c'est pas... il y aura d'autres effets. Ça a commencé avec le Covid. Et chaque année, il y a des crises qui surviennent. On ne sait pas si c'est voulu ou c'est la nature de la vie, mais je pense qu'il faudrait essayer toujours de faire face à ces crises. En Tunisie, vous avez parlé d'un certain nombre d'atouts, et moi je pense que l'agilité déjà des entreprises tunisiennes a fait qu'elle a résisté comme il se doit à ces différentes crises, en plus de la matière grise. On a parlé d'un certain nombre. Tout le monde connaît Kelim Gil, donc la licorne Instadip, mais aussi nous avons des fameux, la meilleure baguette tunisienne, elle est faite par Baguette, qui est l'emblème peut-être de la France. Elle est faite plutôt, il y a des Tunisiens qui gagnent le prix de meilleure baguette et qui ont à ce titre-là le droit de livrer les baguettes et la croissanterie de façon générale pour l'Élysée. Donc, sur ce spectre très large de produits et de services, nous avons un atout. Et d'ailleurs, je vais revenir peut-être plus en détail tout à l'heure sur les services et le rôle que les services... On parle régulièrement d'exportation de biens. D'ailleurs, si on regarde à la loupe
les très récentes statistiques, donc les statistiques du mois de mai. Au mois de mai, nous avons un record, 6,1 milliards de dinars de recettes en exportation. C'est pratiquement, ça n'a pas été enregistré par le passé. Et d'ailleurs, cette recette du mois de mai, elle a permis de combler le déficit enregistré lors des trois premiers mois, donc le premier trimestre jusqu'au mois de mars. Au mois d'avril, nous avons enregistré une hausse par rapport à avril 2024 et les recettes cumulées jusqu'à fin mai, on est à 26,8 milliards de dinars contre 26,7 milliards de dinars en 2024, une hausse d'environ 0,3%. Par contre, il reste que, bien entendu, en termes d'importation, les importations ont grimpé encore une fois. Donc, il y a quand même une alerte en termes de déficit commercial, qui est d'ailleurs due particulièrement au déficit énergétique. Je ne vais pas m'aventurer dans un terrain qui n'est pas le mien, en présence de Sikamel Bennas. Certainement, il aura l'occasion de décortiquer ce secteur plus en détail. Voilà, c'est juste pour apporter quelques éléments introductifs. Je disais que l'effet de taxation de Trump peut-être à la susciter une polémique au niveau international. Moi, je pense que l'élément le plus important à regarder, c'est ce qu'il a révélé sur le Greenland. Pourquoi? Parce que là, on revient à une problématique majeure au niveau international, les routes commerciales. Les routes commerciales et la connectivité. Donc, ce sont, et bien entendu, à un degré peut-être moindre, la logistique. Donc, ce sont des éléments qui sont liés. Et on sait que, par exemple, pour la Tunisie, nous, on est à la croisée de la route Gibraltar-Suez, qui représente quand même le tiers du commerce mondial des remorques. Donc là, on est dans une logique de transport maritime. Donc, un tiers du commerce mondial des remorques se fait par le biais de cette route. Donc, il y a un intérêt majeur pour tirer profit de ce qu'on pourrait mettre disons, à la disposition comme mécanisme et comme procédure, comme réglementation pour l'ensemble des opérateurs économiques. On parle de la route de la soie, et d'ailleurs, c'est pour cette raison que la Chine essaie aussi d'imposer certaines dispositions commerciales, mais ceci nous amène à être très vigilants par rapport à ces corridors, que ce soit corridor maritime ou corridor terrestre. Et d'ailleurs, je reviendrai par la suite pour parler un peu de la stratégie du ministère du Commerce et Développement des Exportations sur l'Afrique subsaharienne et sur le corridor transsaharien qui permettrait d'avoir des débouchés sur ce marché-là, le marché de la ZLECAf à titre indicatif. Il y a aussi, en plus de ces défis-là, il y a les défis, bien entendu, de sécurité alimentaire, des défis de chaîne d'approvisionnement. Vous en avez parlé, donc je ne vais pas m'attarder sur ces éléments-là. Et ça, bien entendu, impacte le commerce international. Je vais là aborder un élément clé dans la démarche du CEPEX et son plan d'action à l'international. J'en ai parlé en introduction par rapport au marché cible. À titre indicatif, pour 2025, nous avons eu déjà en début d'année des prémices d'une crise ou d'une pseudo-crise qui concernait l'exportation d'huile d'olive. Bien sûr, cette
les informations à l'époque, en plus de l'annonce du président américain Donald Trump sur les taxes qui seraient infligées à la Tunisie, parce que quand même l'huile d'olive conditionnée représente 50% de nos exportations sur le marché américain. Donc nous avons mis en place un plan d'action, pas pour répondre à ces annonces, parce que comme je disais, il faut s'attendre toujours à avoir des sortes de crises tous azimuts, mais par contre, pour que, en appuyant en quelque sorte notre stratégie pour renforcer notre positionnement sur les marchés, entre parenthèses, sur nos marchés classiques, je parle principalement de l'Union européenne, parce que nos échanges à 75% se font avec l'Union européenne. Nos exportations, c'est toujours à hauteur de 70% aussi sur ce continent, parce que tout simplement, Sirli le connaît plus que moi, l'industrie tunisienne, elle a été faite sur ces piliers-là. Donc, nous avons pas mal d'entreprises implantées en Tunisie, des entreprises principalement européennes qui font de la sous-traitance ou de la co-traitance pour, notamment, si je prends les secteurs phares, textiles, habillement, mais aussi le secteur des composants automobiles. Et donc, ce marché-là, on ne peut pas s'en passer. Mais par contre, il faudrait aussi diversifier. Et cette diversification, dans le cadre de notre plan d'action, nous avons ciblé quelques pays de l'Union européenne, notamment l'Europe de l'Est, la Scandinavie, c'est aussi des marchés que nous avons ciblés. Et même dans le cadre de marchés traditionnels tels que la France ou l'Allemagne ou l'Italie, parce que ça représente quand même nos 3 premiers clients, nous avons ciblé quelques régions, parce que aussi les spécificités de ces régions-là, de la région Alpes-Côte d'Azur, elle est différente de la Normandie, etc. Aussi, le même cas pour l'Italie ou encore pour l'Espagne, qui représente quand même les principaux clients de la Tunisie. En plus de ces marchés-là, nous avons aussi ciblé de nouveaux marchés, notamment les marchés des BRICS, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud. À rappeler que l'Afrique du Sud est passée en 2025 le 3e client de la Tunisie en Afrique subsaharienne. Classiquement, c'était bien sûr les 2 premiers, Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun, d'autres pays, mais l'Afrique du Sud, quand même, les dernières statistiques positionnent ce pays-là comme étant le 3e client de la Tunisie dans la région de l'Afrique subsaharienne. Et donc, ça explique un peu notre démarche de diversification et de ciblage de ces pays-là. Et donc, ceci nous amène, parce que vous disiez tout à l'heure que vous parliez de la souveraineté ouverte, open sovereignty. La Tunisie, elle est ouverte par nature même de son histoire, de sa culture. C'est quand même Carthage. Et Carthage, quand on dit Carthage, c'est le commerce international par excellence. Et la Tunisie, déjà, aujourd'hui, nous avons des accords commerciaux qui toucheraient 1,4 milliard de consommateurs à travers le monde. On parle régulièrement de notre accord d'association avec l'Union européenne, mais il y a aussi l'accord dans le cadre de la GAFTA, donc la Ligue arabe, d'autres accords avec l'EFTA et d'autres accords avec certains pays de l'Asie pour des accords préférentiels sur certains produits. Et donc, ça positionne la Tunisie, ça pourrait positionner la Tunisie comme étant un hub régional ou une plateforme, un gateway vers l'Europe, vers l'Afrique subsaharienne. Quand même, si on parle de l'Afrique subsaharienne, c'est vrai, plusieurs personnes, des personnes principalement des médias, qui nous disent quand même 2,5% de nos échanges avec l'Afrique, c'est peu.
Oui, c'est peu, parce que les produits exportés sont des produits pauvres. Ce pas les mêmes produits qu'on exporte vers l'Union européenne. Si j'allais, Madame Nem a parlé du secteur de l'aéronautique ou le secteur automobile, mais je pense humblement que ça viendra. Ça viendra du fait que l'accord de l'ASLECAF ou aussi l'accord de la COMESA, donc le marché commun de l'Afrique australe et occidentale, c'est des accords quand même très récents. Ça a commencé pratiquement en août 2022. Donc, il faut du temps pour mettre en place les structures nécessaires. Il y a des initiatives, notamment l'initiative de commerce guidé de l'ASLECAF, en vue d'accélérer le commerce intra-africain. Donc, ça prendra du temps pour que ça soit mis en place. Nous, en Tunisie, nous avons cet avantage d'être les leaders dans le cadre de la mise en place des accords. Il y a pas mal de groupes de travail présidés par la Tunisie. Il y a un comité national ZLECAF qui est mis en place, qui est piloté par le ministère du Commerce, du Développement des Exportations. Enfin, toutes ces initiatives permettraient peut-être à moyen terme ou à long terme d'avoir des résultats concrets. Pour conclure, recommandations ou je dirais peut-être le potentiel qui est peut-être à portée de main et qui nous permettrait d'avancer dans cette nouvelle géoéconomie, c'est les services. Donc, je parlais tout à l'heure des services, l'exportation de services de par la diaspora, de par les académiciens, de par les entreprises aussi qui opèrent dans ce secteur-là. J'ai parlé tout à l'heure de la licorne Instadip, mais il y a aussi d'autres. Moi, j'ai eu donc le privilège de connaître un dirigeant de start-up tunisienne qui s'appelle Cure Bionics, qui a développé des systèmes utilisés dans le cadre de la santé. Donc, c'est des sortes d'éléments qui s'intègrent au corps humain pour faciliter la motricité. Donc, c'est piloté par l'intelligence artificielle, bien que j'aime pas trop le terme intelligence artificielle parce que l'intelligence, elle est toujours humaine. Mais en discutant avec le premier responsable de cette entreprise, parce que la Tunisie participe à l'exposition universelle Osaka au Japon, qui a démarré le 13 avril jusqu'au 13 octobre, j'ai su qu'il y a eu des candidatures de 1000 startups à travers le monde pour participer, pour être hébergés dans le pavillon international de l'innovation au Japon. Ils ont choisi 25 entreprises et parmi ces entreprises, j'ai découvert qu'il y a l'entreprise Cure Bionics, donc un Tunisien, 25 entreprises sélectionnées sur 1000 entreprises. Donc, ce n'est qu'un signe que nos start-upers, les entreprises qui font du R&D, qui font du développement technologique sont très, très performantes. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de visiter Innovation City à Sousse, donc des entreprises dans le domaine de l'automobile, dans le domaine de l'aviation, mais aussi dans le service. Il y a une entreprise qui fait de la banque digitale 100% et qui est classée numéro 2 mondial, qui exporte vers les pays du Golfe, vers l'Europe. Donc, c'est des performances qu'il ne faut pas oublier aussi. Donc, et ça dénote de notre capacité à percer sur des marchés internationaux. Donc, en plus, bien sûr, vous avez certainement parlé des transitions, que ce soit les transitions digitales, transitions énergétiques. On parle aussi de twin transition, donc les transitions digitales et transitions énergétiques. J'en ai parlé des startups. Je crois que je viens à terme
des notes que j'avais prises pour parler. Peut-être un dernier point, parce qu'il y a eu le dernier rapport de la Banque mondiale, printemps 2025, qui traitait en fait cette question de connectivité et de transport à l'international. Donc j'ai demandé à mon équipe ce matin de me faire une synthèse et surtout la recommandation, je vais la lire texto. L'économie tunisienne fait face à une reprise lente et des défis structurels persistants, notamment en matière de finances publiques et d'équilibre extérieur. La dépendance accrue au financement intérieur et la pression sur les réserves de change sont des points de vigilance. Donc, je souligne des points de vigilance. Dans ce contexte, l'amélioration de la connectivité portuaire représente une opportunité majeure et quantifiable pour stimuler la croissance, améliorer la compétitivité et créer des emplois. La mise en œuvre de réformes ciblées dans le secteur portuaire touchant à la fois les infrastructures et les procédures pourrait débloquer un potentiel économique significatif. Toutefois, ces efforts devront s'inscrire dans un cadre plus large de réformes structurelles pour assurer une modernisation, une croissance durable de l'économie tunisienne. Voilà, je m'en tiens là et merci. Merci Mourad.